Bonjour à tous. Samuel Deprat, représentant le comité scientifique du festival et l'association des professeurs d'histoire-géographie, APSG, partenaire du festival. J'ai le plaisir aujourd'hui d'introduire la conférence de Renaud Legoy, professeur d'université à l'université Paris Diderot, Paris 7 en géographie, qui est un spécialiste reconnu des États-Unis, même s'il étudie aussi plus généralement les conditions de production de la ville, en particulier les fronts d'urbanisation définissant l'extension des territoires de banlieue aux États-Unis, mais aussi dans une approche comparative pour la France. Alors, je pense qu'on peut signaler quelques publications de sa part qui éclaireront sans doute le propos d'aujourd'hui et le compléteront. Je pense en particulier à son Atlas de New York, paru aux éditions Autrement en 2013. 2009, première édition, 2013 pour la dernière en date. Un support qui me paraît particulièrement utile par ses qualités graphiques, mais aussi pédagogiques, pour ceux d'entre vous, par exemple, qui seraient amenés à enseigner sur cette thématique. D'autre part, un ouvrage paru à la documentation photographique en 2011 qui s'intitule « Métropole et mondialisation » et qui envisage donc cette relation sous un angle plus général, plus large. Mais surtout, plus dernièrement et plus en relation encore avec la conférence qui va suivre, cet ouvrage sur le front des métropoles, paru en 2016, vous le voyez, aux éditions de la Sorbonne, sur les fronts des métropoles, avec un sous-titre particulièrement à propos, une géographie suburbaine de Los Angeles. Et je crois que c'est cet angle d'attaque qui va nous intéresser, puisque l'analyse de l'auteur, d'une manière générale, était quelque chose d'assez stimulant, puisque Renaud Legoy cherche à dévoiler derrière les formes des banlieues, des formes que nous connaissons, des lotissements, des communautés fermées, des processus plus implicites et plus invisibles, notamment quels sont les acteurs économiques et quelles sont les logiques politiques des constructeurs, des promoteurs qui régissent aujourd'hui plus que jamais la manière dont s'étendent les villes. Et l'interaction publique-privée croissante et très active révèle également la manière dont s'est financiarisée la production des villes. Donc c'est sous cet angle un peu critique, et il me semble particulièrement intéressant, que je vais lui laisser céder la parole pour cette conférence qui s'intitule, je le rappelle, « Crise, maturation et renouvellement des suburbs » aux États-Unis, donc pour à peu près 45 minutes. Nous prendrons ensuite le temps de quelques questions ensemble. Merci beaucoup. Ça fonctionne, voilà. Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier donc les organisateurs, le festival et en particulier Samuel Deprat et la PSG pour l'organisation de cette conférence. Pour aller directement au fait, s'agissant du XXIe siècle, qui sera américain ou pas, dans les mutations de la perception du modèle américain, les suburbs tiennent une place à part. Alors Samuel vient d'en dire quelques mots. Et en 3 points rapidement, elles sont d'abord du point de vue du soft power, l'un des éléments fondateurs de la projection de la puissance américaine à travers les modèles d'urbanisme, surtout après 1945, et d'une certaine manière de faire la ville. Je parle évidemment de cette projection du modèle du lotissement en grand, de la maison individuelle, associée à l'automobile, à l'étalement urbain, à l'autoroute, et plus fondamentalement à une idéologie de la construction d'une nation et d'une citoyenneté par la propriété foncière. Ça, c'est l'idéal jeffersonien de la société américaine. Et d'autre part, une idéologie de l'accès à la classe moyenne par l'accession à la propriété immobilière. Voilà. Les travaux de Kenneth Jackson, par exemple, ou de Cynthia Gorra-Gobin font remarquablement le point là-dessus. Le deuxième point, c'est qu'elles sont aussi le terrain d'une recomposition majeure et d'une crise du modèle des métropoles américaines. C'est le terrain de la crise immobilière, 2007, financière, 2008, des subprimes. C'est un lieu de l'entre-soi, de la ségrégation, et Samuel a signalé les gated communities, qui est un objet sur lequel j'avais fait mon doctorat il y a quelques années. Et les suburbs seraient soumises aujourd'hui à un renversement de cycle,
un renversement de cycle d'urbanisation qui privilégierait à nouveau des espaces plus centraux, les inner cities, avec des mouvements de gentrification, de renouvellement dans les centres. Et on lit à droite, à gauche, des travaux sur les déclins des suburbs. Je reviendrai peut-être un petit peu dessus. En tout cas, c'est un mouvement général de recomposition sociale et spatiale des régions métropolitaines. Voilà, sur cette image avec laquelle j'ouvre la conférence, c'est un lotissement qui est à 80 km au nord de Los Angeles, dans le comté de Ventura. Ce lotissement était inachevé, laissé en l'état après la crise de 2007. Les travaux n'ont repris, donc ça c'était l'état d'achèvement en 2009. Les travaux n'ont repris qu'après 2011, le temps que le cycle de croissance revienne. Enfin, les suburbs sont un prétexte, celui qui permet d'interroger les représentations que l'on a du modèle des villes américaines. Avec un modèle un peu fixiste, encore, d'une opposition un peu simple entre le centre et la périphérie. La périphérie, elle est complexe, elle est diverse, et c'est un petit peu ça que je vais vous montrer aujourd'hui, et qu'on ne peut pas se contenter de cette opposition simple centre-périphérie. D'autant que, comme le révèle Roger Keel, qui est un chercheur canadien, enfin d'origine allemande et canadien, Roger Keel démontre dans un ouvrage qui vient de paraître, qui s'appelle Global Suburbanism, le suburbanisme global, c'est une expression que je vais employer aujourd'hui. Dans cet ouvrage sur le Global Suburbanism, le point que fait Roger Keel est de démontrer qu'on ne comprend bien aujourd'hui les dynamiques métropolitaines et urbaines que si l'on interroge de manière critique leurs suburbs. Tout simplement parce que c'est aujourd'hui le lieu de résidence de plus de la moitié de la population. Aux États-Unis, le seuil de 50% a été franchi en 1990. Voilà. Pour les emplois, la majorité des emplois sont également aujourd'hui suburbains et non plus dans le Central Business District. Voilà donc pour un petit cadrage général, et comme il est important de préciser d'où je parle, Samuel a eu la gentillesse de signaler quelques travaux, et mon propos aujourd'hui va s'appuyer pour l'essentiel sur des travaux que j'ai réalisés ou que j'ai dirigés, plutôt dans la région de Los Angeles et dans l'Ouest, dans le cadre de plusieurs projets de recherche, notamment un programme ANR, notamment un programme financé par un organisme américain de recherche qui est le National Institute of Health. Et donc ça sera aussi pour moi l'occasion de rendre compte de quelques travaux que j'ai publiés dans des journaux scientifiques anglo-américains et peut-être d'essayer de les rendre un tout petit peu plus accessibles aujourd'hui. Trois séquences principales pour mon propos aujourd'hui. Dans un premier temps, la question, quelques clés d'analyse sur la mutation contemporaine des suburbs. Je vais parler des modèles d'urbanisme, d'un polycentrisme accru, de la densification, clés de lecture de la mutation des métropoles américaines. Et mon but serait essentiellement de fixer le vocabulaire. Parce que je voudrais vous emmener ensuite dans une deuxième partie sur la crise du modèle américain, du modèle suburbain. Alors, la crise des subprimes, il y a une place particulière, mais ce que je souhaiterais faire avec vous aujourd'hui, c'est au-delà de cette crise et de ses aspects symptomatiques, vous amener à aborder de manière critique ce qu'est le régime de production du logement en Amérique du Nord, qui a une importance géopolitique particulière, parce qu'il s'agit d'un complexe financier et immobilier où, pour le dire rapidement, le crédit immobilier et le logement sont devenus les relais de croissance dans la plupart des pays de l'OCDE quand la croissance industrielle, la croissance économique sont au ralenti. Le relais de croissance, c'est le logement, c'est le crédit, et ça a des conséquences très importantes sur la manière dont la ville est produite et sur la manière dont elle se structure politiquement. Et troisième point, au-delà d'un constat évident sur l'entre-soi, sur la ségrégation, je voudrais vous montrer que peut-être les suburbs sont plus fragmentés, mais aussi plus mixtes, plus dynamiques et en profond renouvellement par rapport à une vision qui peut encore rester parfois un petit peu générale sur les suburbs de la classe moyenne supérieure blanche. Non, ça n'est plus vraiment ça. Voilà. Mon premier point, donc la transformation des modèles urbains par les suburbs. Oui, j'ai mis quelques photos pour illustrer ici les types de production et de lotissement que l'on rencontre.
je voudrais commencer. Alors voilà, c'est toujours pareil, les images sont petites, etc. Mais très rapidement, il y a dans ce mouvement de suburbanisation des choses qu'il faut rappeler ici, qui est sur quelques villes principales, New York, Philadelphie, Chicago, Baltimore, Washington, Houston, LA, Las Vegas et Phoenix. La comparaison entre, depuis 1980 jusqu'à 2010, du taux de croissance de la zone centrale et du taux de croissance de la zone suburbaine. De manière générale, quoi qu'on en dise quant au retour au centre, quoi qu'on en dise quant à la gentrification et au déclin des suburbs, ce qu'on observe surtout à peu près partout, c'est après un pic dans les années 90, un ralentissement de la croissance. Mais le taux de croissance des zones suburbaines reste positif. Il reste positif et on observe effectivement en même temps, pour les très pleins, pour toutes ces métropoles, des taux de croissance des centres métropolitains qui, après une crise des années 70-80, retrouvent des taux de croissance positifs des zones centrales, mais suivent également un tassement, un ralentissement général de la croissance de la population de ces zones, qui est en fait un phénomène démographique général aux États-Unis. Donc le ralentissement de la croissance, c'est aussi un ralentissement démographique général, qui touche les centres, les périphéries, et qui se joue aussi en faveur des villes moyennes, des petites villes. Ces villes qui ont entre 500 000 et 4 millions d'habitants, qui sont celles qui ont en fait la plus forte croissance. Ça, c'est un premier point, mais c'est un premier point qui nécessite d'aller voir ce qui se passe de manière plus fine entre les types de suburbs, du point de vue de la dynamique générale. Là, ce sont des grandes données du recensement agrégé pour l'ensemble des États-Unis. Et sur les 10 dernières années, donc entre 2000 et 2010, j'ai simplement ici mis à jour des travaux qui avaient été menés par un collègue qui travaille auprès des services du recensement, Frey, qui avait comparé les taux de croissance des différentes catégories de suburbs. Les taux de croissance des différentes catégories de suburbs, les zones centrales et les suburbs denses des zones centrales, d'accord, qui retrouvent effectivement à la faveur de dynamiques de gentrification, notamment une croissance un peu plus importante récemment. Et qu'est-ce qu'on appelle des suburbs denses des zones centrales? Pensez par exemple à Brooklyn, pensez à Queens tout simplement. C'est-à-dire ces anciennes suburbs qui sont maintenant quasiment incorporées au noyau central. Et d'autre part, les traits du haut de ce graphique qui représentent les taux de croissance de l'ensemble des couronnes suburbaines et exurbaines, pour l'essentiel composé de lotissements et de maisons individuelles. Les suburbs matures, qui sont des suburbs qui datent des années 30, 40, 50, qui correspondent à la première phase de grande suburbanisation liée à l'automobile. Puis, les suburbs émergentes, les exurbs, c'est-à-dire les productions de lotissements à très très grande distance des zones centrales et qui sont en fait quasiment autonomes par rapport aux zones centrales, qui ne dépendent plus des navettes domicile-travail avec les zones centrales. Il s'agit essentiellement d'un monde suburbain où les navettes domicile-travail s'exercent de manière générale avec d'autres zones suburbaines ou avec des pôles secondaires qu'on appelle parfois des edge cities. Voilà. Alors, pour clarifier un tout petit peu les choses, qu'est-ce que ça donne si on observe Los Angeles? Ces différentes générations de suburbs, je les ai représentées avec des couleurs en bleu foncé, les anciennes suburbs denses, un peu en déclin à Los Angeles, les suburbs matures intermédiaires, qui sont ici en bleu par exemple, les exurbs et des suburbs plus dynamiques en vert pomme, les exurbs, la grande suburbanisation récente étant ici en vert clair. Ce qu'on observe sur cette carte, c'est d'abord l'expansion de cette zone de forte croissance. Et cette zone de forte croissance,
la question qu'on pose généralement, c'est, et qu'on voit dans beaucoup d'ouvrages, c'est est-ce que les suburbs se densifient? Est-ce que les suburbs se densifient? Et on parle beaucoup des mouvements de densification des suburbs. Oui, absolument. Elles se densifient essentiellement pour les suburbs qui sont dans les zones centrales. Cette carte, je l'ai composée en croisant des critères de taux de croissance moyenne de la population, de pourcentage des actifs qui navettent vers le centre urbain. La moitié est là. 50% c'est ici. Dans toutes ces couleurs, bleu, vert, notamment vert pomme, il y a moins de la moitié des actifs qui navettent vers un pôle urbain. Et ça, c'est la densité. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a bien une augmentation de la densité, effectivement, en habitants kilomètre carré, qui passe en gros de 4 000 à plus de 10 000 habitants au kilomètre carré ici, pour les zones des suburbs les plus centrales. Là, en fait, où il y a des logiques de gentrification des suburbs, là où il y a des condominiums qui sont construits, un condo, c'est quoi? C'est une grande tour d'appartements. Hein. On a des logiques de gentrification, là où il y a du renouvellement urbain. En revanche, si on regarde le bas du tableau, on est toujours à moins de 1500 habitants au kilomètre carré dans le vert pomme, des densités faibles et des mouvements de densification qui ne sont pas clairement lisibles sur le temps long. Ce qui s'opère plutôt, c'est un changement de forme produite. Les lotissements sont un peu moins grands, un peu plus compacts, mais au fond, la densité en habitants au kilomètre carré est un petit peu la même. Il est temps, pour moi, là, de revenir sur quelques termes que j'ai employés ou que je n'ai pas encore employés, mais qui vont permettre de catégoriser un peu les différents éléments qu'on va manipuler. Jusqu'à présent, donc, j'ai introduit plutôt des différences entre des générations de suburbs. Les premières suburbs du tramway, du streetcar, les suburbs matures des années 30, 40, 50 et des suburbs plus récentes de la grande suburbanisation. Maintenant, il y a des catégories qui sont utilisées pour les analyser et qui traversent un peu la littérature. On a d'abord celles qui relèvent de ce que je vais appeler généralement le paradigme de la gouvernance urbaine privée. Comment cette suburb est construite? Elle est construite essentiellement par des acteurs, par des promoteurs, par des grands propriétaires fonciers qui utilisent des outils de politique publique, des outils de planification qui leur permettent de garder le contrôle de zones entières, ce qu'on appelle des villes privées. Voilà. Et par exemple, tout un tas de edge cities. C'est quoi une edge city? C'est un pôle secondaire, pôle commercial, pôle de bureaux dans les banlieues qui est en général à proximité d'infrastructures de transport. On y trouve en général des gares ou un petit aéroport ou des grands échangeurs autoroutiers et on a des pôles d'activité. J'avais mis une petite photo, je pensais avoir mis une photo, excusez-moi. Ah oui, c'est que je ne vois pas la même chose que vous. C'est une photo de Edge City avec le centre commercial, les infrastructures de transport et les immeubles de bureaux autour à Irvine. Irvine, c'est au sud de Los Angeles. Ces Edge Cities sont en général développés par des systèmes de corporations, des systèmes d'associations de promoteurs qui sont gérés par des structures privées, par des corporations. À Irvine, la ville nouvelle d'Irvine, l'Edge City d'Irvine, est par exemple entièrement gérée, toujours aujourd'hui, par la Irvine Corporation. Deuxième exemple de type de quartier, ce qu'on appelle les lifestyle communities ou les gated communities ou les quartiers privés fermés. Voilà. Ils sont gérés par des copropriétés. Leur taille varie entre 500 jusqu'à 20 000 habitants. Vous savez que c'est fermé, sécurisé. En général associé à une pratique de loisirs, c'est très descriptif, et géré par des grands organismes privés de gestion de la ville. Ici, le siège de la Laguna Woods Corporation, une entité qui gère une ville privée de 19 500 habitants. Lotissement de retraités, moyenne d'âge 77 ans, espérance de vie moyenne des résidents 7 ans.
C'est précisément la raison pour laquelle la gouvernance urbaine privée est utilisée. C'est-à-dire que c'est un régime de gestion des espaces urbains qui permet, par rapport à la moyenne d'âge des résidents et à leur peu d'intérêt pour les politiques publiques, d'avoir une entité qui permet l'entretien des parties communes, etc. Une ville de 20 000 habitants, ça n'est pas rien à gérer, évidemment. Ça, c'était des éléments qui sont, excusez-moi, des objets qui sont généralement utilisés pour décrire les suburbs. Maintenant, il y a une terminologie qui est utilisée aussi pour décrire des processus. Ah, ça s'est décalé. Bon, c'est pas grave. Pour décrire des processus. L'étalement généralisé de l'emploi. Oui, l'emploi, il n'est pas toujours dans la edge city. Il est étalé, il est partout. Des professions libérales, du petit commerce. Et dans ces cas-là, l'expression qui est employée, c'est edgeless city. La ville sans limite. D'accord ? Avec un emploi généralisé. Et par ailleurs, des éléments qui décrivent des municipalités périphériques en très forte croissance. On appelle ça des boom burbs. Il s'agit de municipalités de plus de 100 000 habitants. 100 000, hein, des municipalités de plus de 100 000 habitants en périphérie de grandes métropoles qui ont connu, sur 30 ans, une croissance à 2 chiffres. Croissance continue à 2 chiffres sur 30 ans, de plus de 100 000 habitants. C'est la définition de boom burbs. Donc voilà pour les grandes catégories d'analyse qui sont mobilisées et qui permettent de traverser cet espace urbain. Alors, au-delà de ces grandes catégories d'analyse, de ces processus, je m'arrête ici 2 minutes après cette partie descriptive parce que ce que j'ai envie de faire peut-être, c'est de montrer à quel point les suburbs ne sont pas homogènes. Et peut-être que, compte tenu de l'actualité de l'an dernier et de l'anniversaire de la présidence de Trump, on peut revenir sur ces résultats électoraux. Est-ce que les suburbs ont voté Trump ? Oui et non. Oui et non. Et c'est là où il faut regarder les choses de manière un peu fine. La carte ici que vous avez sous les yeux, qu'on a publiée dans la revue Carto, montre sur 2 États, la Caroline du Nord et la Virginie. La Caroline du Nord et la Virginie, 2 swing states. Les swing states sont des États qui peuvent basculer pour l'un ou pour l'autre des candidats. Ce qu'on observe, de manière générale, c'est que le centre des grandes villes vote majoritairement démocrate, quand le suburbain, les points bleus, Richmond par exemple, vous voyez Washington, Arlington tout au nord, Charlotte ici, évidemment. Le centre des grandes villes vote démocrate, la périphérie, rouge, a voté plutôt républicain. On observe toutefois que cette opposition centre-démocrate, périphérie républicaine est à nuancer. Elle est à nuancer, pourquoi ? Parce qu'il y a une grande diversité maintenant de la composition socio-économique. Ainsi, à Raleigh ou à Charlotte, donc ici et ici, à Raleigh et à Charlotte, on est plutôt dans des zones qui, y compris dans les zones suburbaines, penchent plutôt du côté démocrate dans un État qui est républicain. Regardez la taille de cette zone bleue autour de Raleigh et de Charlotte. Ici, c'est le centre et la périphérie qui, pour l'essentiel, ont voté démocrate. C'est inverse au nord, à Norfolk, Virginia Beach, qui comporte plutôt des banlieues républicaines dans un État qui a été plutôt démocrate sur le vote. Donc ici, on a des relations qui ne sont pas tout à fait évidentes et on retrouve ces logiques locales dans la plupart des États. Les exemples qui sont pris, par exemple, à Houston ou à Dallas, montrent que les circonscriptions suburbaines de Houston ou de Dallas ont plutôt voté Donald Trump. Voilà. En revanche, à Chicago, fief de Barack Obama, les comtés suburbains ont plutôt voté Hillary Clinton. En d'autres termes, rien n'est simple et rien n'est monolithique quand on commence à faire de la géographie électorale, que ce soit aux États-Unis ou en France. Voilà. Cette carte est une autre variante de celle que je viens de vous montrer. Je n'ai pas le temps de m'appesantir dessus.
Alors, ça, c'était le premier point pour montrer la diversité des objets, des processus, des dynamiques, et un peu la complexité des choses en passant par le vote. Je voudrais garder du temps, ça fait 23 minutes, je voudrais garder du temps pour aborder deux choses. D'abord, le régime financier de production des suburbs. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure de ces villes privées, de ces gated communities gérées par des grandes associations de copropriétaires. Ici, on a juste un symptôme. On a juste un objet. Mais il faut pousser l'analyse un tout petit peu plus loin. La privatisation de la suburb américaine est aussi quelque chose qui est à lire dans une idéologie. Une idéologie qui est celle qui ancre la maison individuelle à la propriété au patrimoine, et en particulier au patrimoine des ménages. Et ce patrimoine des ménages a quelque chose qui doit à tout prix être protégé dans le cadre d'une restructuration complète de l'État-providence. Où c'est l'épargne individuelle, le patrimoine individuel qui est l'assurance vie et qui est l'assurance retraite. D'accord ? Ici, l'investissement immobilier est à regarder de plusieurs manières. Il y a une première couche qui est une couche très globale, très internationale. La quantité de monnaie en circulation a considérablement augmenté. La quantité de liquidité disponible sur les marchés internationaux a profondément augmenté. Et cette quantité de liquidité doit être investie quelque part. Et dans un contexte global de faible croissance des économies les plus développées, dans un contexte global où même la croissance de pays émergents se ralentit ou est en crise régulière, dans quoi ces flots monétaires trouvent leur débouché? Dans le crédit, dans l'emprunt, et en particulier dans l'emprunt des ménages, dans la dette privée. Vous voyez ici, au niveau mondial, enfin dans les 17 économies les plus développées, ça vient des travaux de Jorda, deux courbes entre 1870 et 2010 qui montrent l'évolution du crédit aux ménages et l'évolution en rouge du crédit immobilier dans les 17 économies les plus développées. Ces deux courbes sont à peu près, ont une évolution en tunnel sur l'ensemble d'une centaine d'années. D'accord ? Et on voit un découplage à partir des années 90-92, où le crédit immobilier s'envole comme relais de croissance dans l'économie des pays les plus développés. C'est l'industrie immobilière et le crédit qui servent de relais de croissance. Ça a des conséquences pour les ménages qui sont très fortes. Je vous ai mis ce graphique pour référence, les États-Unis sont ici, avec la France, l'Allemagne, voilà. Et ce qu'on voit sur ces graphiques, c'est quoi? C'est le ratio entre la dette immobilière des ménages et le revenu de ces ménages. Le ratio dette-revenu. On voit une augmentation depuis 1985 de ce ratio dette-revenu, d'accord, qui est très importante aux États-Unis, en France, etc. Et encore, on ne parle pas du Canada, de la Norvège, de la Suède et de l'Australie. Restons aux États-Unis, d'accord. On a une envolée de cette dette des ménages. Cette envolée de cette dette des ménages, elle est à croiser avec, ici, entre 2000 et 2010, l'augmentation régulière de la production immobilière. Voilà. Là, c'est dans la région de Los Angeles. Dans la région de Los Angeles, dans donc une région de 16 millions d'habitants, les lotissements planifiés, en bleu clair, qui représentent 52% de la production. J'ai représenté ici, d'après les données que j'avais pu obtenir, le nombre d'unités d'habitation produites chaque année en lotissement planifié, maison individuelle, en condominium
logement collectif. C'est encore essentiellement, jusqu'en 2005, de la maison individuelle qui est produite. Et vous voyez que là, j'aime bien ce graphique parce qu'il montre bien que la crise de surproduction, le démarrage de la crise des subprimes, ce n'est pas 2007. En 2007, les promoteurs ont déjà largement réduit leur production. La crise de surproduction, elle est repérée par les promoteurs dès 2005, par rapport à la demande et à un affaiblissement de la demande. La demande s'est affaiblie, crise de surproduction, baisse des prix et crise ensuite en cascade parce que les maisons se dévaluaient. Et en quoi c'est un problème si les maisons se dévaluent? En quoi c'est un problème? Parce que les dettes des ménages sont adossées sur la valeur des maisons, tout simplement. Et donc le ménage fait un pari sur la valeur immobilière. Voilà. Mais si on avait que le ménage qui faisait un pari sur la valeur immobilière pour sa retraite, le problème c'est qu'on a tout un tas d'agences qui font des paris sur la valeur immobilière. Donc le ménage, il estime sur sa valeur immobilière pouvoir se refaire du taux d'intérêt par la valorisation de la maison sur le temps long. Mais il a d'autres objets qu'il doit prendre en compte. Il y a la gouvernance urbaine privée, les Property Owners Associations, les lotissements privés, etc. Ça représente quoi? Ça représente 30% du neuf dans la région de Los Angeles jusqu'en 2005. Ça représente, pour l'ensemble des grandes copropriétés, 80% de la production des métropoles du Sud-Ouest sur les 20 dernières années. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faut payer? Il faut payer des frais de copropriété qui peuvent être très importants. Ces frais, ils servent à quoi, ces frais de copropriété? Ils servent à garantir la maintenance de la copropriété. Des villes privées de 2000 à 20 000 habitants. La maintenance des rues, des équipements, des infrastructures. En d'autres termes, la deuxième entité qui fait un pari sur la valeur immobilière, c'est la copropriété, en levant des frais qui sont adossés à la valeur immobilière. Si la copropriété se dévalorise, c'est l'ensemble des maisons de la copropriété qui se dévalorisent. Si la copropriété n'entretient pas son patrimoine, c'est l'ensemble des maisons qui se dévalorisent. À ce moment-là, on rentre en général dans des crises systémiques des copropriétés avec des ventes paniques, des copropriétaires qui partent et des stratégies de revente à perte. Ça pose donc un problème de maintenance de la ville, d'entretien de la ville. Mais il y a d'autres entités qui font des paris sur la valeur immobilière. Il y a tout ce que j'ai mis ici, qui sont des dispositifs de financement des équipements publics. Dans les suburbs, il faut financer les routes, il faut financer les écoles, il faut financer les routes, il faut financer les écoles, il faut financer les réseaux d'égouts, il faut financer les bibliothèques municipales dans un système de faible densité, entre 1500 et 3000, 5000 habitants au kilomètre carré. Autant vous dire que ces équipements publics coûtent très cher. Et pour les financer, les collectivités locales ont un problème. Les collectivités locales, aux États-Unis, elles sont en crise depuis 1975. Leurs ressources fiscales ont diminué depuis 1975. Et l'État fédéral a en gros baissé par 2 ses dotations aux collectivités locales sous la période Reagan. Donc les collectivités locales, elles sont prises à la gorge depuis les années 75. Comment on finance ces équipements publics, ces services publics? On les finance par des prélèvements sur les propriétaires, en émettant des dettes, pour la construction des infrastructures et des équipements de base. Écoles, égouts, etc. Alors, ce n'est pas sexy, mais c'est comme ça qu'on fabrique la ville. Et il y a plusieurs dispositifs, je pense que je peux vous épargner le détail, mais le plus commun d'entre eux, c'est ce qu'on appelle le CFD, le Community Facility District, ou ce qu'on appelle les float bonds. Les float bonds, c'est un emprunt obligataire. Le gouvernement local et le promoteur font une convention et peuvent lever une dette sur les marchés qui est de 12% de la valeur du bâti. Cette dette qui est levée, c'est une dette publique, mais associée à un district particulier. Et cette dette, elle est remboursée par les propriétaires sur la base d'une fraction de paiement supplémentaire d'impôts locaux. Et donc, pour
que ce système soit viable, il faut que le pari sur la valeur immobilière qui augmente continue, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de choses à payer. Il faut payer l'emprunt immobilier, il faut payer les frais de copropriété et il faut payer le remboursement de ces dettes obligataires locales pour les équipements publics dans des zones de faible densité. Voilà. Et grosso modo, non, c'est pas grosso modo, c'est très précisément. Très précisément, en bleu sur cette carte, ce sont toutes les zones qui ont levé ce type de dette obligataire au nom des propriétaires qui étaient sur place. Et les points noirs sont les quelques 2000 lotissements que nous avons enquêtés entre 2008 et 2011 sur la région de Los Angeles, qui est donc de San Diego ici, jusqu'à Santa Barbara tout au nord. Voilà. Et vous voyez que l'essentiel de ces lotissements planifiés sont dans ces zones bleues soumises à ces dettes obligataires. Voilà. Je vous épargne le détail de ce tableau. Mais ce tableau, il est issu en 2011 d'une enquête de la commission de la dette de l'État de Californie et il montre que pour chacun de ces comtés, la dette par habitant liée au modèle suburbain est absolument considérable puisqu'elle est calculée ici par ménage. Vous avez la dette supplémentaire par ménage pour ces équipements publics locaux. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au final, l'ensemble du système suburbain repose au niveau des jeux d'acteurs sur des paris sur la valorisation future. Tout cela ne tient en termes de consensus que si les habitants savent qu'ils vont se refaire sur l'ensemble de ces coûts. Et pour se refaire, il faut que les prix augmentent. Pour se refaire, il faut que les prix augmentent. Et on sait qu'on est dans des cycles de valorisation de l'immobilier, et c'est ce que montrent ces cartes. Voilà, ça devient rouge. Entre 1980 et 2010, oui, globalement, dans la région de Los Angeles, les prix ont augmenté. Mais vous savez, entre raisonner en absolu et raisonner en relatif, les choses ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc si on catégorise l'augmentation des prix par type de trajectoire, ouais, ça augmente un peu partout, les prix, entre 1980 et 2011. Mais si on regarde ce qui se passe en relatif, toutes choses égales par ailleurs quant à la moyenne, tout ce qui est en bleu ou en rose pâle se dévalorise régulièrement par rapport à la moyenne du marché. On a une dévalorisation du patrimoine, une dévalorisation relative du patrimoine immobilier. Ce n'est pas juste la crise des subprimes, ce n'est pas juste une perte de valeur en un temps T sur 2 ans. Ce qui se passe, c'est une structure de production qui est probablement non soutenable sur le temps long pour une grande partie de la population américaine qui a souscrit des emprunts immobiliers et qui vit dans les suburbs. D'accord ? Les prochaines crises à venir sont probablement encore des crises de la dette des ménages. Voilà. Bon, je passe puisque le temps passe et qu'il me reste 10 petites minutes, c'est ça, Sam ? Voilà. Non, voilà, je signalais ça quand même, parce que j'ai un peu travaillé sur les gated communities. Ça, c'est une carte, un article qui a été publié dans International Journal of Urban and Regional Research. Et on n'avait pas travaillé juste sur... on avait travaillé sur Los Angeles et on avait travaillé sur la question suivante. Est-ce que, là où il y a une gated community, là où non seulement c'est privé, mais où en plus l'accès est sécurisé, l'accès est surveillé, là où on se protège de l'extérieur, là où on se protège dans l'entre-soi, est-ce que là où on a une gated community, on est protégé ou pas de cette dépréciation à long terme du patrimoine immobilier? Voilà, la carte est sans appel. Entre le orange, dépréciation récente, et le rouge, dépréciation constante sur 40 ans, même là où on a des lotissements privés fermés, sécurisés, des structures de gouvernance privée exclusives, l'entre-soi le plus prononcé, la valeur immobilière a tendance à décliner sur le temps long, à l'exception des points verts, qui sont des gated communities riches et aisées. Et ce qui se passe, c'est que, je vais le dire autrement, le modèle de
lotissement privé fermé, il s'est diffusé à l'ensemble de la classe moyenne supérieure et à l'ensemble de la classe moyenne. Et donc c'est un modèle qui s'est totalement normalisé, au point que dans les années 90 et 2000, le modèle des lotissements privés fermés suit des tendances immobilières qui sont en gros les mêmes que ceux des lotissements non fermés et ouverts. Voilà. Alors, dernière question en 6-7 minutes. Est-ce que la ségrégation a augmenté? Est-ce que la ségrégation a augmenté ou est-ce qu'on assiste à une maturation et une mixité socio-économique des suburbs? Je vais l'aborder avec vous tel que j'ai été amené, moi, à l'aborder dans mes travaux de recherche. J'ai d'abord commencé à m'intéresser à ces lotissements fermés et sécurisés en Californie du Sud. Et donc ça, c'est un travail qui a été publié en 2015 dans le journal Urban Studies et qui visait à vérifier l'hypothèse suivante. Est-ce que dans les métropoles de Los Angeles, San Francisco, San Diego, Phoenix et Las Vegas, je regarde Pascal Nedelec, voilà, est-ce que dans ces métropoles, les lotissements fermés et sécurisés, qui représentent entre 20 et 50% de la production immobilière neuve, ont eu un impact sur les formes de ségrégation? Puisque la gouvernance urbaine privée, le règlement de copropriété, la fermeture, tout participe au filtrage et à l'homogénéité sociale des résidents. Et en statistique, je vais essayer de le faire extrêmement simplement, en statistique spatiale, on s'aperçoit que les processus de ségrégation se décomposent, et se décomposent en 3 parties. On a d'abord la ségrégation socio-économique, qui aux États-Unis est calée sur le fait, sur la partition riches-pauvres, plutôt vieux avec les riches, plutôt jeunes avec les pauvres, et les blancs sont plutôt du côté riche, alors que ici les hispaniques et les latinos sont plutôt du côté pauvre. Ce qu'on observe ici, ce sont les zones qui sont en rouge sur cette carte, blanches, plutôt âgées, plutôt propriétaires, plutôt aisées, et du côté de Santa Ana, Disneyland. On est dans le comté d'Orange ici, des zones plutôt hispaniques, latinos, plus jeunes, avec des profils socio-économiques plus modestes. Sur cette première logique de ségrégation qui suit les axes de transport, qui suit les zones d'emploi, est-ce que les gated communities augmentent ou pas la ségrégation? Oui, un peu. C'est écrit là, facteur 1.2. Voilà, les manières de le comptabiliser sont un peu complexes, je n'ai pas le temps, mais on estime qu'en gros, toutes choses égales par ailleurs, les gated communities sont 1,2 fois plus ségrégés que les lotissements non fermés. La deuxième manière de décomposer les processus de ségrégation, c'est par l'âge. Par l'âge et le cycle de vie. Jeunes sans enfants, étudiants, familles avec enfants, retraités, etc. Voilà. Et on remarque dans les villes américaines que ça suit des logiques radioconcentriques, le cycle de vie. Radioconcentrique, du centre vers la périphérie. Qu'est-ce qu'on observe sur le cycle de vie? C'est cette fois-ci entre des zones plus jeunes, avec des enfants, très jeunes, 22-39 ans, qui sont en mauve, et des cycles de vie ici en vert, plutôt de propriétaires et de propriétaires très âgés. Je vous prie de m'excuser pour ce que je vais dire, les statistiques pour le très âgé s'arrêtent à 65 ans et plus. Voilà. Là, les choses commencent à devenir intéressantes. La ségrégation augmente d'un facteur de 1,5. Voilà, entre les gated communities et ce qui n'est pas fermé. Troisième niveau, l'âge, toute chose égale par ailleurs. Une fois qu'on a éliminé l'effet de la richesse, une fois qu'on a éliminé l'effet de l'appartenance blanc-hispanique, une fois qu'on a éliminé l'effet du cycle de vie, et on raisonne, en statistique spatiale, c'est très important, toute chose égale par ailleurs. On élimine tous ces effets pour ensuite regarder la résultante sur l'âge, la polarisation par l'âge, toute chose égale par ailleurs. Sur l'âge seul, l'effet de l'âge seul, les gated communities ségrègent 3 fois plus que les autres quartiers. C'est essentiellement une ségrégation par l'âge. Et la quatrième question, vous allez me dire, mais la ségrégation raciale, noir, blanc, blanc, hispanique, etc. L'effet de la ségrégation raciale aux États-Unis, il est soit associé à la richesse,
Premier plan de l'analyse, riche, pauvre, blanc, hispanique. Dans d'autres métropoles, ça serait blanc-noir hein, sur la côte Est. Mais la ségrégation par âge qui divise des zones asiatiques plutôt noires afro-américaines et en mauve des zones blanches. Vous voyez qu'ici, cette carte est relativement lisse. On est toutes choses égales par ailleurs, une fois enlevé tous les effets. Et qu'est-ce qu'on observe? Facteur 1.2. La ségrégation produite par les gated communities est plutôt faible, toutes choses égales par ailleurs, quant à ce qu'on observe dans d'autres quartiers. Et par ailleurs, à la dichotomie des zones centrales par rapport aux zones suburbaines, elle reste relativement faible. Il faut imaginer des choses qui fonctionnent par zones tampons successives. Et donc une dernière chose, 2 minutes, c'est ça? 2 minutes. Dans toutes ces suburbs, parmi les phénomènes remarquables, démographiques remarquables, il y a, tout en haut à gauche, l'augmentation de la proportion d'hispaniques et de latinos. L'augmentation relative mais significative de la proportion d'asiatiques et d'originaires des îles du Pacifique. Ce sont les catégories du recensement. Un relatif vieillissement de cette population entre 1990 et 2010. La suburb mature et sa population mature aussi. Voilà, je vais le dire comme ça. Une augmentation du niveau de formation dans les suburbs. Mais ce niveau de formation ne joue pas finalement sur l'augmentation. Voilà, le taux de pauvreté ne diminue pas. Vous voyez, on a 2 phénomènes ici conjoints. Le niveau de formation global des suburbs augmente, le taux de pauvreté global des suburbs ne diminue pas. Voilà. Ces 2 variables sont décorrélées. Avec ces variables-là et d'autres sur le logement, sur la structure résidentielle, sur la structure des ménages, sur l'appartenance socio-économique, je vais m'arrêter sur ce manteau d'arlequin, ou plutôt ce que j'avais appelé dans l'article de Géoconfluence le Rubik's Cube. C'est pour montrer qu'entre 80, 90, 2000 et 2010, si on regarde les grandes catégories des quartiers blancs, riches, âgés, qui sont en bleu foncé, des quartiers centraux pauvres, qui sont plutôt en orange, rouge quand ils sont à majorité hispanique et latino. Des zones qui sont en vert, les suburbs récentes, vert pomme, vert foncé. Ces suburbs récentes, elles sont intéressantes parce qu'elles sont décrites par des jeux de variables qui montrent le multiculturalisme. Les suburbs récentes en vert sur cette carte, elles sont composées d'hispaniques, d'asiatiques, de blancs, avec une surreprésentation des hispaniques par rapport à la communauté blanche. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces zones vertes sur la carte, qui vous voyez sont relativement importantes, et qui quand elles maturent, quand elles se stabilisent, quand un tri social s'opère, deviennent bleues, là où il y a des blancs. En majorité, ces zones-là sont des positions qui se succèdent les unes par rapport aux autres. Sur 40 ans, ce que montre cette carte, c'est que la suburb change et que la suburb change vite, au gré des processus de production, au gré de processus de maturation. Et voilà, j'aime bien montrer ces images-là, même si elles sont évidemment très complexes à analyser. Qu'est-ce qui s'opère? Il s'opère comme une mutation de l'ADN. Ce sont des images qui sont produites avec des petits logiciels qui permettent d'analyser le changement social comme si c'était une mutation de l'ADN métropolitain. Les quartiers changent d'état. Ici, ils changent de couleur. Voilà. On observe ici la banlieue de l'entre-soi blanche et aisée qui demeure. Mais en revanche, tout en haut, vous voyez ces suburbs vert pomme, vert foncé, ce sont des suburbs récentes, multiethniques, diverses, qui évoluent vers des suburbs matures, mixtes et hispaniques. Voilà. Avec des trajectoires donc, suburbaines relativement originales et relativement générales. Ici, pareil, des suburbs récentes de retraités en jaune, qui, pareil, évoluent, maturent, se modifient au gré de la production immobilière. C'est ça que je voulais vous montrer pour finir, c'est l'évolution extrêmement rapide de ces modèles suburbains, l'évolution d'une structure périphérique qui nous renseigne en fait sur l'ensemble des évolutions urbaines. Je conclus très rapidement, Samuel, si j'ai 1 minute, pour vous dire qu'il y a 2 choses ici que je retiens. Le suburbanisme global est-il un impérialisme des modèles d'urbanisme?
une photo à Los Angeles, une photo en Île-de-France, à Bussy-Saint-Georges. Voilà. Il faut quand même, quand on pense à la banlieue américaine, toujours réfléchir à la manière dont on remobilise les concepts et les notions avec lesquelles on l'analyse pour analyser aussi les suburbs en France. Et notamment quand on pense au fait qu'on utilise l'expression lotissement à l'américaine pour décrire les lotissements en France, qu'on utilise l'expression boom burbs, on utilise l'expression edge cities pour caractériser la zone de Marne-la-Vallée. Une des questions importantes, c'est qu'avec le nimbisme, avec l'entre-soi, avec des doctrines d'urbanisme telles que ce qu'on appelle le nouvel urbanisme, ce sont des notions et des références anglo-américaines qui passent dans l'analyse urbaine en France et qui en général sont peu déconstruites, sont peu critiquées. Ce modèle de suburbanisme global, c'est à la fois un modèle américain, mais c'est aussi de la part des professionnels de la ville un usage parfois immodéré des concepts et des notions anglo-américaines pour décrire les réalités de la suburb en France. Ça n'est pas complètement illégitime, il y a eu des acteurs anglo-américains qui ont participer à la construction de la banlieue française. Mais il faut en permanence s'interroger sur les échelles, les processus, les dynamiques qui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Je m'arrête là. Bien, merci beaucoup pour cette conférence menée tambour battant et dans les temps, ce qui nous laisse parfaitement le temps pour quelques questions de la part de la salle. N'hésitez pas à vous signaler. Merci beaucoup. D'un point de vue environnemental, quelles sont les conséquences? Elles sont considérables. Sur les 2000 lotissements que j'ai montrés tout à l'heure, il y en a un certain nombre qui ont brûlé cet été et qui ont brûlé cet automne, notamment du côté de Thousand Oaks, au sud du comté de Ventura, à l'articulation entre Los Angeles et Ventura, y compris dans des zones très privilégiées, tout simplement parce que c'est un étalement qui se fait dans le désert, en l'occurrence ici dans le sud-ouest, avec des risques qui sont associés. Premier élément. Le deuxième élément, il est sur la consommation d'énergie et sur l'automobile. Et là, les choses sont relativement intéressantes, notamment quand on considère la position de l'État fédéral sur le réchauffement climatique et la politique de Trump qui consiste à couper les crédits de la recherche sur le réchauffement climatique et à la nier. Les politiques publiques locales sont beaucoup plus proactives. Et ce sont elles qui ont pris la mesure du phénomène, tout simplement parce que les acteurs qui doivent gérer le transport, les acteurs qui doivent gérer l'urbanisme, ce sont les États fédérés et les collectivités locales. En Californie, et ouais, dans tout l'Ouest, ça concerne également l'État de Washington, ce que je vais dire, et dans une certaine mesure, une grande partie de l'Ouest américain, les États ont pour beaucoup pris des mesures de réduction des gaz à effet de serre. Qui passe en Californie par l'interdiction des voitures polluantes d'ici 2030 ou qui passe par une réforme complète du droit de l'urbanisme. Et par exemple en Californie, c'est quand même relativement intéressant, c'est un des États qui est le modèle de la suburbanisation, on parle du modèle de Los Angeles, c'est pour ça que j'en parlais, mais c'est aussi l'État de Californie qui a pris des mesures très proactives de densification, de contrôle de la croissance, de rationalisation de la croissance, de réduction de l'utilisation de la voiture, de promotion du train et du métro. Et toute la métropole de Los Angeles est en train de muter autour de l'utilisation du train de banlieue. Le métro a été construit, la première ligne date de 1992. 1992. Il y a aujourd'hui des lignes de métro, de tramway, etc. Voilà, c'est une mutation de très grande ampleur qui s'opère et ce sont les collectivités locales qui les mènent. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. Mais alors, avec quels moyens? Avec quels moyens? La loi. Non, mais c'est un moyen important. Oui, mais la loi, c'est un moyen extrêmement important. Il faut arrêter de penser les États-Unis comme un système dérégulé. C'est pour ça que je fais quand un État fédéré passe une loi sur
le type d'urbanisme, les collectivités locales doivent la respecter dans l'émission des permis de construire, etc. Et donc il y a une régulation de l'urbanisme qui s'applique. Avec quels moyens? Eh ben, ce sont les moyens financiers que j'ai développés tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on change la manière de faire la ville, on s'appuie sur des promoteurs, sur des initiatives privées, sur des modèles en fait, de transfert au privé des politiques publiques. J'ai utilisé tout à l'heure l'expression « outils des politiques publiques ». L'ensemble des systèmes de levée d'emprunt que j'ai mentionné tout à l'heure pour les travaux, pour les infrastructures et les équipements, sont les outils qu'utilisent les collectivités locales pour la planification. Donc avec quels moyens? Avec essentiellement les moyens du privé. Voilà. Et les moyens de la promotion immobilière qui s'appuient sur un système de prélèvement en général sur les résidents propriétaires. Sur les propriétaires, par le biais de la taxe foncière, la taxe d'habitation et de tout le système de taxes non fiscales que j'ai évoqué tout à l'heure, qui sont ces taxes permettant de rembourser ces emprunts. Les fameux CFD, la carte bleue avec les points noirs. Voilà. Dans tes comparaisons entre la France et les États-Unis, tu réfléchis à la circulation des modèles et tu conclus sur, justement, on a tendance à utiliser du vocabulaire états-unien dans un cas français. Qu'est-ce qui est pertinent d'utiliser et qu'est-ce qui est en fait un plaquage mais qui ne correspond pas du tout aux réalités du contexte français? Je vais répondre de manière un peu duale à ta question. Tout est pertinent à partir du moment où on interroge les catégories. Voilà. C'est-à-dire que quand Vacan regarde la signification du ghetto et comment le terme ghetto est utilisé en France, le déconstruit, démontre que le ghetto aux États-Unis, c'est une unité liée aux Afro-Américains qui ont la citoyenneté américaine, alors que ce qu'on appelle ghetto en France, c'est en général un assemblage très hétérogène de quartiers de politique de la ville avec plus de 46 nationalités issues de l'immigration. Ce sont deux réalités sociologiques, urbaines totalement différentes qui ne s'inscrivent pas dans la même histoire. D'accord, histoire postcoloniale d'un côté, histoire de l'esclavage de l'autre. Voilà. Donc à partir du moment, je vais très vite, mais à partir du moment où on déconstruit les catégories, la comparaison peut devenir pertinente ou en tout cas peut devenir intéressante. Là où il faut faire attention, c'est quand on utilise les catégories, les objets, uniquement pour expliquer. Et c'est là où je suis plus méfiant. C'est en disant, voilà, il y a des gated communities en France, c'est comme aux États-Unis, c'est une américanisation de la ville. Il y a des pôles secondaires en France, on appelle Marne-la-Vallée une Edge City. Garot a donné le nom Edge City à Marne-la-Vallée. C'est un processus similaire. Non, pas tout à fait. En France, pour les villes nouvelles, on est dans le cadre d'une planification de l'État voulue par De Gaulle, particulièrement organisée par les politiques publiques. Aux États-Unis, on est quand même beaucoup dans des choses qui relèvent de la dynamique directe du marché, avec une faible planification et des propriétaires fonciers, la famille Irvine par exemple, qui disposait du sol et qui a développé ces éléments-là, associé à l'État de Californie qui a vu l'opportunité, qui a offert une université, l'université d'Irvine. Des points de comparaison, mais l'intervention de la puissance publique est radicalement différente. Voilà. Donc, je n'ai pas de problème avec l'utilisation de ces notions, de ces concepts, à partir du moment où on prend le temps de les déconstruire systématiquement. Voilà. Oui, je la cherchais. Vous faites passer. Le terme de ghetto, d'ailleurs, a été largement révoqué par beaucoup de sociologues dans le cas français. Ah ben oui, pour cette raison. Éviter ce plaquage. Pour cette raison-là. Ah oui, j'ai une autre question concernant la circulation des modèles. Je me demandais si vous étiez penché sur les canaux de cette circulation. Est-ce qu'il y a déjà une volonté de la part des États-Unis, je ne sais pas, des collectivités locales ou de l'État fédéral, de faire circuler ces modèles à travers une internationalisation des politiques publiques ou à travers des postures particulières sur les plateformes multilatérales, les forums urbains, etc. Les modèles dont je parle ici, ne circulent pas, je pense, par les plateformes ou les forums interurbains. Ils circulent par d'autres canaux et notamment, je parlais du complexe immobilier et financier. Les grands promoteurs sont couplés à des banques et ils sont couplés à des banques depuis les années 20-30 aux États-Unis. Voilà. Il n'y a pas de promotion immobilière sans banque. Et avec l'internationalisation du système bancaire, le regroupement et la fusion des grands promoteurs, l'arrivée de grands promoteurs anglo-américains
sur des terrains européens, par exemple, dès les années 60, dans la planification des nouveaux villages, ce sont des manières de faire qui sont arrivées. Ce sont des manières de faire la ville où le modèle d'urbanisme du lotissement rencontrait une rationalité qui existait déjà en Europe depuis 1840. On faisait la ville sous forme de lotissement au XIXe siècle. Rome est fait de lotissement. Rome, c'était avant. Hein. Mais on fait la ville en Europe sous forme de lotissement, et ce sont les États-Unis qui ont repris la forme de lotissement à l'Europe. Ne nous trompons pas. Le Royaume-Uni est fabriqué sur la base des lotissements. Donc les modèles sont passés d'un côté, saisis par le complexe financier immobilier, revenus sous forme de manière de faire par les promoteurs et de manière de coupler la maison individuelle et le crédit. Donc c'est une circulation qui passe par des tas de réseaux d'acteurs qui peuvent être des acteurs de l'immobilier, des théories de l'urbanisme qui circulent. On pense par exemple au nouvel urbanisme. Ce sont des théories qui ont été formalisées aux États-Unis dans les années 70-80 pour faire une ville plus vivable et qui ont circulé par des réseaux d'architectes, par des enseignements dans les écoles d'architecture, dans les écoles d'urbanisme, et qui ont été saisies aussi parce qu'elles se calent très bien sur cette manière de faire la ville. Voilà, et par ailleurs, il y a des modèles qui circulent par les grandes corporations, Disney, le président de Disney, Michael Eisner, était à la fois au board de Ville Nouvelle aux États-Unis, et Michael Eisner était au board de la ville d'Irvine, dont j'ai parlé, et Michael Eisner a été invité à participer au processus de planification de Marne-la-Vallée. Et c'était le président de la Disney Corporation. Donc il y a des relations aussi personnelles qui peuvent être tracées. Je n'ai pas travaillé directement dessus, mais voilà, les suspects sont ceux-là. Bien, merci beaucoup. J'ai la tâche cruelle de devoir interrompre cette discussion. Je vous remercie néanmoins tous pour votre attention et vous souhaite une excellente suite de festival. Merci beaucoup.